L'attaque a touché la ville à un endroit où il y a beaucoup de déplacés et de camps d'accueil. Entre 15 000 et 20 000 personnes vivaient dans cette zone quand cela s'est passé. Après l'attaque, nos équipes sur place ont essayé de stabiliser les cas les plus graves. Organiser l'évacuation immédiatement était difficile. Donc dans les jours suivants, avec un autre collègue, et grâce à l'hélicoptère des Nations Unies, nous avons pu évacuer les blessés. La majorité d'entre eux étaient des enfants de moins de 12 ans. Le bombardement effectué par l'armée nigériane visait les positions de Boko Haram. L'armée parle d'une erreur, elle a ouvert une enquête interne. Depuis 8 ans, le conflit entre l'armée et les islamistes de Boko Haram a déplacé près de 3 millions de personnes à l'intérieur du pays. Kaltoumé Jacob vit dans le camp de Maïdougouri avec ses 10 enfants. Boko Haram est venu dans notre ville tôt le matin. Les hommes ont fui les premiers, puis les femmes et les enfants sont partis à leur tour. Nous sommes venus à Maïdougouri à pied, nous avons marché pendant 2 jours. Avant que Boko Haram n'arrive, mon mari était ouvrier et moi je vendais des arachides. Vivre ici est difficile. À part les organisations comme la vôtre qui nous aident, nous ne savons pas où ni comment avoir de la nourriture. On est dans une aire qui s'appelle l'ère de Mouna, qui rassemble plusieurs camps, de très gros camps comme Mouna Garage de 24 000 personnes. MSF a commencé des distributions de nourriture, principalement depuis l'été 2016, pour couvrir en fait les besoins. Et à l'époque, donc l'année dernière, peu d'acteurs étaient présents pour donner cette nourriture indispensable à toutes ces personnes déplacées. Et du coup, maintenant, avec la participation d'autres acteurs, l'État est moins alertant, mais toujours préoccupant. Et toutes ces personnes déplacées sont souvent dans des parties enclos, dans des parties fermées, sous protection militaire, et sont complètement dépendantes des aides humanitaires actuellement. Plus d'1 million de déplacés vivent ici, et si la situation s'est améliorée, selon les Nations Unies, dans le nord-est du Nigeria, 5 millions de personnes restent en insécurité alimentaire et 450 000 enfants souffrent toujours de malnutrition sévère. La ville de Taïz est située dans le sud-ouest du pays à 1400 mètres d'altitude. C'est la 3e ville du pays. Les combats rendent son accès très compliqué. Ici, la nourriture et tous les produits de première nécessité sont très chers, quand ils existent. Quant à l'accès aux soins, la proximité avec les combats oblige les populations à prendre d'énormes risques. À Taïz, MSF offre des soins de part et d'autre des lignes de front, dans différentes structures, urgences, centres de traumatologie et maternité. Si je suis une femme enceinte et que je veux venir au centre mère-enfant pour accoucher, il y a un paquet d'obstacles devant moi. Il y a des snipers dans les immeubles qui tirent sans discrimination. Si vous êtes un civil, ils s'en moquent. Si vous êtes un soldat, ils s'en moquent. Ils tireront sans faire la différence. Il y a aussi des mines dans certains endroits. Alors si vous arrivez à trouver un véhicule pour vous amener de chez vous à l'hôpital, il est possible que votre voiture saute sur une mine. Et bien sûr, si les combats s'intensifient, vous pouvez aussi être touché par un obus ou une attaque aérienne. Voilà le genre de décision que les gens doivent prendre quand ils veulent aller à l'hôpital pour se faire soigner. Les équipes de soignants sont les témoins quotidiens de cette violence. En 2016, MSF a pratiqué à Taïz 5300 accouchements, donné 31 900 consultations prénatales et admis plus de 2500 enfants dénutris. Les équipes ont également soigné 10 700 blessés de guerre. Afghanistan, Syrie, Nigeria, en zone de conflit, les bombardements n'épargnent ni les populations civiles, ni les humanitaires. Mais comment savoir qui sont les responsables? Comment les pousser à reconnaître les faits? En s'appuyant sur l'analyse de vidéos et de photographies, mais aussi sur l'architecture et la cartographie, l'agence de recherche Forensic Architecture contribue à établir les faits et tente de retrouver les auteurs de ces attaques. Confrontés au déni des responsables, MSF a fait appel à eux pour éclairer les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le bombardement des hôpitaux de Marat al-Nouman en Syrie. Ce qui caractérise la guerre en Syrie, c'est une stratégie
délibérée, quasiment systématique, de bombardement des structures de santé. Donc ça nous semblait intéressant aussi de documenter, d'avoir un document supplémentaire pour montrer cette stratégie. L'idée derrière, c'est pas forcément avoir en tête un procès ou une preuve formelle, mais c'est aussi augmenter le coût politique pour les auteurs de ces bombardements, parce qu'un outil comme celui que propose Forensic permet aussi de s'adresser aux médias et donc éventuellement diminuer le risque qu'ils recommencent et donc faciliter la continuité de nos actions de secours. Comment ça marche ? Sur cet exemple, Forensic Architecture a utilisé des vidéos amateurs prises au moment du bombardement des hôpitaux de Marat al-Nouman. En comparant les images et les angles de prise de vue, ils arrivent à reconstituer le lieu. Grâce à la position des caméras et des ombres des corps, Forensic Architecture peut calculer l'heure exacte de la frappe et la chronologie des événements. Parfois, les indices sont sonores. Ce témoignage permet de confirmer l'analyse d'ombre et confirme l'heure du bombardement. Grâce à ces recherches, Forensic Architecture a pu confirmer la répétition des bombardements à quelques minutes d'intervalle. La preuve d'un acharnement volontaire contre les civils et les organismes de secours. La systématisation de ce travail de reconstitution lors de bombardements futurs, mais également sur les archives de ces 3 dernières années, permettrait à MSF de comprendre les stratégies militaires à l'œuvre et de les dénoncer lorsqu'elles enfreignent le droit. « 26 pays, 90 projets, 11 000 victimes de violences sexuelles, à 90% de sexe féminin, en majorité âgés de moins de 18 ans. » Ces données de 2015 illustrent un problème majeur auquel sont confrontées les équipes MSF. Mais elles ne disent rien du traumatisme et des milliers de vies brisées par ces agressions. Que peuvent faire les équipes MSF pour leur venir en aide et les protéger si besoin ? Dans la clinique de Mathare, au Kenya, les portes sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Situé au milieu de bidonvilles de la capitale Nairobi, c'est le plus gros projet de MSF dédié aux victimes de violences sexuelles. Pour toutes celles et ceux qui ont subi ce traumatisme, la priorité des soignants est d'offrir une écoute attentive, confidentielle et sûre pour recueillir le récit de leur agression. Il est fondamental que les victimes soient prises en charge dans les 72 heures qui suivent une agression sexuelle, notamment pour lutter efficacement contre le risque d'une infection au VIH. Pour cela, les équipes MSF ont sensibilisé les communautés qui vivent autour de la clinique. Elles ont aussi tissé des liens avec les acteurs locaux et en premier lieu la police, afin que les victimes de violences sexuelles soient dirigées vers la clinique le plus rapidement possible. Un numéro d'appel et un service d'ambulance facilitent l'accès à la clinique pour des personnes qui n'ont pas toujours accès au transport, particulièrement pendant la nuit. Lors de la première consultation, les victimes sont prises en charge psychologiquement et sont soignées si elles présentent des blessures physiques. Tous les patients ne peuvent parler facilement de ce qu'il s'est passé, mais ils ont la possibilité de s'exprimer face à une personne formée pour les écouter, les conseiller et les rassurer. Le patient est aussi testé pour le VIH. Il reçoit un traitement préventif qui limite les risques d'infection en cas d'exposition au virus du sida. Il est pris en charge pour les infections sexuellement transmissibles et est vacciné contre l'hépatite B et le tétanos. Les femmes peuvent bénéficier d'une contraception d'urgence. Plus tard, elles pourront faire un test de grossesse, avorter si elles le souhaitent, ou être adressées à une clinique pour le suivi de la grossesse. Un autre objectif des équipes est de protéger les victimes. Nombre d'entre elles connaissent leur agresseur, voire partagent leur toit. MSF les met alors en lien avec des solutions d'hébergement. Les équipes aident aussi les patients à se défendre contre leur agresseur. Lors de la consultation, un certificat médical est réalisé. La victime peut l'utiliser si elle décide de porter plainte.
Le personnel de MSF peut aussi témoigner en justice s'il est appelé à le faire. La clinique de Mataré a ouvert ses portes en 2008. Au fil du temps, elle a étoffé son activité, notamment en améliorant la sensibilisation et l'accès aux communautés. Résultat, de 150 nouveaux patients par an en 2011, elle est passée à 2400 en 2015. Ce travail, pour améliorer l'accès aux soins des victimes de violences sexuelles, se poursuit encore aujourd'hui. Pour s'assurer que chaque personne qui en a besoin puisse accéder facilement à une prise en charge adaptée, un programme de décentralisation des soins a été mis en place et passe par la formation du personnel infirmier du ministère de la Santé. As an OBGYN, I'm concerned about the global gag rule. Working with MSF, I have been in countries where abortion is illegal or difficult to access, and I've seen the consequences of unsafe abortion. When organizations are not able to discuss family planning and abortion with patients, that actually means more unintended pregnancies, more abortions, and more deaths from unsafe abortion. Women might have trouble accessing abortion because it's illegal, or because they don't have a safe abortion care provider near them. And I've seen directly myself the consequences of unsafe abortion. I've seen women come in with hemorrhage, and they bled so much at home that they require massive blood transfusions to save their lives. I've seen women come in with a perforated uterus. I saw one woman come in with what I found to be a piece of a stick left in her uterus from an unsafe abortion that someone in the community had done. And if that woman had not come into me, she would have died of her abortion. When women don't have access to safe abortion care, they resort to really unsafe methods and really horrifying methods. And unless we're able to adequately counsel patients and make sure they're accessing safe care, they turn to anyone that they can in desperation.